Voilà, bonjour, aujourd'hui on est le 9 août 2018. 9 août. La journée d'aujourd'hui, elle paraît, je veux dire, un peu plus fraîche. En fait, il y a eu des fines pluies cette nuit-ci. Voilà. Bon, enfin, ici j'ai vu le signal quantifié. Le signal quantifié. Ici j'avais fait juste une petite erreur. D'ailleurs, en remarque, je l'ai corrigé. Parce qu'en fait, ici on a bien 12, hein, pas 11. Voilà. 12, 12. Ici on est sur la même ligne, donc on a 12 et pas 11. Chose que j'ai fait enfin que j'avais dit en remarque. Et le 15, fatalement, il est là. Hein. Le 15, il est ici. Voilà. Et donc là, on a un signal qui est quantifié. Et vous voyez que ici, quand on échantillonne, en fait, on a toute une durée ici qui reste. Voilà. Ici, j'avais pris euh, l'échant- la durée d'échantillonnage durait 1 milliseconde. Donc, ça durait 1 milliseconde comme ceci, 1 milliseconde ici, 1 milliseconde là, 1 milliseconde là, 1 milliseconde là, 1 milliseconde là, 1 milliseconde là. Voilà, on avait une durée d'échantillonnage qui durait à chaque fois 1 milliseconde et on avait décomposé 30 millisecondes en échantillonnage de chaque fois 1 milliseconde. Voilà. Et on obtenait ce qu'on appelle je veux dire, un signal quantifié. Et bien sûr, vous comprendrez que ce signal-là, euh, vous obtenez des valeurs quantifiées en valeurs, donc des valeurs numériques, mais bien sûr, ces valeurs, elles sont codées, bien sûr, en binaire. Elles sont codées en binaire. Voilà, et ça, quand on a ça, on a ce qu'on appelle, je l'ai vu, bon, un signal quantifié. C'est-à-dire, il est continu suivant l'axe des temps, et il est quantifié suivant l'axe, il est discret, si vous voulez, avec des valeurs quantifiées, des valeurs données sur l'axe des Y. Voilà, on a certaines valeurs sur l'axe des Y. Donc, on a quantifié. Donc, on a, suivant un temps d'échantillonnage qui dure 1 milliseconde, voilà, tout ce temps-là, ben, on a créé ce qu'on appelle un signal quantifié. Et donc, ça ressemble à quoi? Mais ça ressemble en statistique, ce qu'on appelle, il y a des courbes comme ça en statistique, ce sont des courbes un peu, je veux dire, spéciales, des courbes un peu représentatives, ce qu'on appelle un histogramme. Ça, c'est un histogramme. Maintenant, si je réduis le temps, j'échantillonne suivant un temps infiniment court. C'est-à-dire que je n'ai plus des intervalles ici qui vaut 1 milliseconde, mais je vais échantillonner ici, si vous voulez. Donc ça va changer, l'allure va changer. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Je vais échantillonner ici. Voilà. Ce qui voudrait dire que si j'échantillonne dans un temps infiniment court, je n'aurai plus ces fameuses barres qui créent l'histogramme, si vous voulez. Voilà. Donc maintenant, je vais créer un signal bon, qui est échantillonné à chaque milliseconde, mais d'une durée infiniment petite. Donc j'aurai ceci. Donc là, il va aller à 2. Ici, bien sûr, il va aller à 6. Là, à 8. Là, 9, 10. Là, c'est 10. Là, on va aller à 11, 12, 12, 10. Oui, je vais refaire le signal analogique de départ. Hein. Le signal analogique de départ, il est ici. Voilà, 12, il passe par 12. Voilà, je vais le retracer parce qu'on ne le voit plus tellement fort, tellement bien que je refais. Voilà. Donc là, j'échantillonne ici, la valeur obtenue ici, c'est 8. Ouais, 8. Là, ce sera 7. Là, de nouveau 8. Là, 9, 10,
12, 14, 15, 12, 9, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 6, 5, 5 et 5. Voilà. Donc ici, j'ai échantillonné. Le signal analogique ici n'a plus que des valeurs, je veux dire, quantifiées. Des valeurs, ici c'est 4, bien sûr. Là, on a maintenant des valeurs numériques. On a numérisé, comme ceci, et toutes les valeurs numériques sont là. Donc ici on aura 6, 8, 10, 11, 12, 12, 10, 8, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 12, 9, 7, 6, 6. Là on aura 6, 7, 8, 9, 7, 6, 5, 5, 5. Voilà. Et quelle est la différence entre auparavant et maintenant? Mais ici, cette fois-ci, le temps est enchaîné, étant échantillonné non pas sur un intervalle de temps, mais sur un laps de temps très court. Voilà, sur un laps de temps très court. Donc en fait, ici, on a ce qu'on appelle du disque. Le temps est devenu, voilà, est discret. Le temps est discret. Vous savez, il est plus continu. Auparavant, il était continu. Quand j'avais fait l'histogramme, il est continu. Ce qui était dans l'histogramme précédemment, ce qui était continu, c'était le temps, parce qu'on avait des intervalles pris sur une seconde. Ici, on a des lignes, c'est des, voilà, des segments. C'est des segments qui sont pris comme échantillonnage, alors que là, auparavant, c'était voilà, des intervalles. Et si c'est un intervalle, c'est continu. Et si c'est des lignes comme ceci, mais le temps est discret. Par contre, quand on avait l'histogramme, le niveau, il était quantifié, c'est-à-dire discret. Et ici, le niveau, il est aussi quantifié. Quand j'appelle niveau, c'est la grandeur G de t. La grandeur G de t. Donc ici, dans ce cas de figure-ci, ça c'est ce qu'on appelle un signal échantillonné, hein, échantillonné pour obtenir, si vous voulez, des valeurs quantifiées, des valeurs numériques. Et attention que ces valeurs numériques se retraduisent en code binaire. Hein. Donc vous allez vous retraduire, si c'est sur 4 bits, ben, vous allez avoir sur 4 bits. Voilà. Voilà, et on donne une valeur, je veux dire, et donc là c'est un système, c'est ce qu'on appelle un signal échantillonné. Il est discret ici et discret ici, et permet d'obtenir, voilà, la valeur numérique. La valeur numérique qui est bien sûr des valeurs discrètes. Donc ça, c'est pour obtenir, si vous voulez, des valeurs, pour obtenir, si vous voulez, un signal numérique. Alors, on crée l'échantillonnage pour créer un signal numérique, bien sûr codifié en code binaire. Alors, pourquoi repasser en signal numérique? Ben, je vous l'ai déjà expliqué, c'est parce que c'est l'emploi généralement de machines, hein, généralement des calculateurs qui font des traitements de données, ou même les calculateurs comme instruments de commande de système ou de traitement de données. Donc, implique le maniement de signaux numériques, ce qu'on appelle couramment des signaux digitaux. Voilà. Digit qui veut dire chiffre. Hein.
Et donc, ces signaux digitaux doivent être parfois aussi être convertis en signal analogique. On peut avoir la conversion euh, de l'analogique qui est le monde réel vers le monde machine qui est le traitement des signaux par calculateur, mais aussi traitement de données, hein. C'est pas que traitement de signaux, c'est aussi traitement de données, parce que généralement, les signaux sont porteurs d'informations. Donc en fait, on a, dès qu'ils sont traités par des machines automatiques, des calculateurs, des ordinateurs, etc., des calculateurs, des ordinateurs, etc., eh bien on parlera de data, de données. Ce sont des données qui sont, on va dire, stockées, qui peuvent être stockées. Et justement, pourquoi utilise-t-on le numérique? Mais justement, euh, parce qu'en fait, on a une meilleure efficacité, une meilleure fiabilité, si vous voulez, euh, euh, qui est supérieure, je veux dire, au signal analogique. L'efficacité et la fiabilité supérieure au signal analogique. Voilà pourquoi on va utiliser le numérique. Et ça, c'est un des gros avantages. C'est l'efficacité et la fiabilité. Et alors, justement, c'est ce que je voulais dire, quand il s'agit de stocker des données, mais rien de tel que le numérique, hein. Rien de tel que le numérique. Donc, il permet un stockage assez facile de l'information. Donc, fatalement, quand on aura un prélèvement du monde réel, d'un signal du monde réel, c'est-à-dire un signal provenant d'une grandeur physique du monde réel, hein, température, pression, peu importe ce qu'on veut, eh bien, ce type d'information-là qui va servir euh, pour être calculé et peut-être pour faire une action, hein, on va ouvrir une vanne, on va fermer une vanne ou peu importe. Je sais pas, là, le type d'action peut-être une multitude d'actions qu'on peut prendre en compte parce qu'en fait, voilà, la théorie des calculateurs, ce n'est pas que de prélever, euh, c'est-à-dire via des capteurs, l'information pour être traitée via un calculateur, mais c'est aussi que le calculateur va pouvoir agir, c'est-à-dire il va pouvoir euh, faire une action. Faire une action, c'est, on va dire, au travers des actionneurs. Ce sont les actionneurs qui vont interagir. Attention que actionneur ne veut pas dire, ça ne veut pas dire forcément actionnaire. Je ne suis pas forcément ici en électricité ou en électronique, hein. C'est vaste ce que je raconte là. C'est vaste, ça ouvert à tous les domaines. Donc vous pouvez avoir des actionneurs pneumatiques, comme je l'ai déjà dit, hydrauliques, des actionneurs hydrauliques, des actionneurs. Ça dépend de la puissance de l'énergie qu'on a au départ. Si on a de l'énergie électrique, ben, euh, euh, ah bien, on va utiliser des actionneurs électriques. Si on est en faible puissance, ben là on est dans le domaine de l'électronique. Et l'électronique, ben, il existe aussi des actionneurs électroniques pour des petits moteurs, etc., etc. Actionner un petit moteur. Comment actionner un petit moteur? Euh, voilà, de très faible tension, 12 volts. Comment faire, voilà, pour le faire agir? Euh, voilà. Donc en fait, les actionneurs ici, c'est vaste. Ça peut être des actionnaires de tout type. On n'est pas forcément en électricité ou en électronique. On peut avoir des actionneurs pneumatiques, hydrauliques et autres. Tout dépend de l'énergie que l'on a, je veux dire, pour faire fonctionner le système. Et donc, euh, on aura tous des organes, comme je l'ai déjà expliqué, on aura tous des organes et des fonctions en rapport avec l'énergie qu'on utilise. Voilà. Donc si on utilise l'hydraulique, on aura tous des organes en rapport avec l'hydraulique. Si on utilise la pneumatique, on aura tous des organes en relation avec la pneumatique. Si on utilise l'électricité, on aura tous des organes relatifs à l'électricité. Et c'est pas ce qui manque, hein. Je veux dire, le monde de l'hydraulique, le monde de la pneumatique, le monde je veux dire, de la commande automatique, voilà. Bien sûr, maintenant, on évite de faire tout par électronique, hein. Maintenant, c'est beaucoup. Il y a de l'électronique qui est intégrée, et maintenant on fait tout par software, c'est-à-dire on fait tout euh, par programmation, c'est-à-dire via des automates programmables, via voilà, des cartes périphériques spécialisées, via des, voilà, des petits calculateurs.
qui sont des mini-ordinateurs, si vous voulez, hein. Des mini-ordinateurs, des mini-calculateurs, des mini-ordinateurs, et on fait tout avec tout ça. Maintenant, si vous achetez des caméras de surveillance, mais vous avez un petit ordinateur qui va avec. Hein, donc vous pouvez mettre des entrées-sorties, et, euh, et voilà. Euh, et la grandeur réelle, c'est ce que la caméra voit. Donc on a un capteur qui est la caméra, un capteur optique. Capteur optique, hein, voilà, une cellule de capteur optique qui permet de renvoyer des signaux, je veux dire, à l'ordinateur qui va, enfin l'ordinateur, parfois c'est des petites boîtes, hein, qui ressemblent pas à un ordinateur, mais en fait c'est un calculateur. Hein, voilà, un contrôleur, calculateur, c'est un périphérique, un système, un système calculateur pour périphérique, voilà, ou un automate programmable, ou, ou la commande via un PC, tout ce qu'on veut. On veut dire, on peut, voilà. hum, voilà. Maintenant, vous avez aussi, ils font beaucoup maintenant, c'est à la mode, c'est, euh, je ne sais plus le nom, Raspberry, voilà, Raspberry Pi, Raspberry Pi, qui veut dire tout simplement Raspberry Pi, hein. Raspberry, je crois que ça s'écrit comme ça. Pi. Voilà, Raspberry. Enfin, ça se dit Raspberry Pi, parce que c'est en anglais. Voilà, anglais américain, voilà, anglais américain. Là, ça se dit Raspberry. Je me demande s'il n'y a pas un deuxième R ici. Raspberry Pi. Alors, on programme, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est tout simplement des entrées-sorties, comme on a dans les automates programmables, comme on a dans la domotique. Voilà. En fait, c'est quoi qui change? Ben, il y en a, ils ont des plus grosses mémoires, il y en a qui ont un processeur plus important. C'est comme les ordinateurs. On retrouve différents types d'ordinateurs avec des mémoires plus importantes. Voilà, qu'est-ce qui font la différence? C'est ça. Et maintenant, il y a le logiciel qui peut être un logiciel, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça, propre à une société. Voilà, bon, ça veut dire qu'il est, on a, la société a le monopole de son programme, c'est ce qu'on appelle, voilà, ce qu'on appelle le programme propriétaire. Bon, le problème c'est que quand on utilise telle marque, on a des programmes propriétaires. Bon, je veux dire, il faut connaître, voilà, le programme propriétaire pour pouvoir agir. Voilà. Et voilà, et on va dire que c'est pas, le programme ne marche pas dans tous les, dans tout. Voilà, c'est pas comme, on va dire, Microsoft Windows qui est un petit peu, je veux dire, un petit peu euh, ouvert à tous les PC, mais il y a des machines, je veux dire, c'est tel système d'exploitation et il n'y en a aucun autre qui rentre dedans. Voilà, c'est tel système d'exploitation, mais il va fonctionner avec tel type de programme et rien d'autre. Pourquoi? Parce que c'est un programme propriétaire, donc vous ne saurez pas. Voilà. Et donc Raspberry Pi, bon, il faut programmer dans, voilà, il faut pouvoir déjà l'installer parce que ça s'installe tout ça. On installe tout ça et puis on programme. Maintenant, je me demande si on programme pas ça en Python. On programme pas ça en Python. Et pour l'installation, je crois qu'on peut faire des installations en, comment est-ce qu'on appelle ça, le pingouin, là, je me rappelle plus le pingouin, le nom d'exploitation de pingouin. C'est, je me rappelle plus le nom. Je vous dirai ça parce que j'ai oublié le nom du pingouin. C'est pas Microsoft Windows. C'est pas. Avant, il y avait beaucoup de systèmes d'exploitation, hein. Il y avait OS2, Warp, etc., etc. Bon, mais celui-là, le pingouin, c'est pour faire l'installation, pour le faire avec ce système d'exploitation qui est. euh, je me rappelle plus. Je me rappelle plus du nom. Linux, voilà, c'est Linux. Voilà. Bon, Linux qui n'est pas loin de Unix, hein. Unix, bon, ça a sûrement à voir, hein, Linux, Unix. Pourquoi ils ont appelé ça Linux? Linux, bon, on n'est pas loin de Unix. Bon, peut-être que ça a à voir avec le système d'exploitation Unix et qu'ils ont peut-être modifié pour créer euh, le fameux Linux. Mais j'en suis pas si sûr. Mais c'est vrai qu'il y a une analogie entre les deux termes. Enfin bref, bon, sachez qu'il existe beaucoup de systèmes d'exploitation. D'ailleurs, je parlerai une fois des systèmes d'exploitation. Hein. Il existe de nombreux systèmes d'exploitation. Autant il existe autant de nombreuses systèmes périphériques, autant il en existe autant de, enfin, beaucoup de systèmes d'exploitation pour faire fonctionner, je veux dire, ces systèmes périphériques. Voilà.
ces calculateurs avec ces systèmes périphériques. Bon, qu'est-ce que c'est qu'un calculateur? Mais c'est un processeur, il peut avoir un coprocesseur mathématique. Voilà, ça on s'en fout. Bon, on peut, voilà, et c'est tout des périphériques qui sont autour, bien sûr avec des buffers, bien sûr avec des mémoires, tous les types de mémoire que pouvez imaginer, parce que les types de mémoire, il y en a toute une panoplie. Voilà, en électronique, il y a toute une panoplie de mémoire, hein. Euh, euh, et tous des buffers avec des horloges, des timers et tout ce que vous voulez. Des compteurs, voilà, des convertisseurs, ouais, on peut parler de convertisseurs parce que à des moments donnés, on peut passer d'un type de code à un autre type de, enfin, ouais, ici je parle de convertisseur analogique, analogique numérique, mais il existe le convertisseur inverse, hein, numérique, analogique numérique et numérique analogique, voilà. Donc, si vous voulez faire ceci, il faut un échantillonneur. C'est un échantillonneur qui fait ça. En traitement de signal, si vous voulez passer de ce signal analogique vers un signal comme ceci, numérique, mais il faut ce qu'on appelle un échantillonneur. Bon, et l'inverse, c'est un bloqueur. Et généralement, on peut passer euh, d'une conversion analogique numérique vers une conversion numérique analogique. Donc à ce moment-là, il y a deux traitements qui peuvent être faits par deux circuits électroniques qui sont, je veux dire, voilà, on peut avoir deux circuits électroniques dans un, qui est un échantillonneur bloqueur. Voilà. Mais rien ne vous empêche d'avoir tout simplement un échantillonneur tout court, sans le bloqueur. Et donc il y a moins de composants, fatalement. Alors, mais si vous faites un échantillonneur bloqueur, il y a plus de composants, mais il permet euh, euh, une conversion, je veux dire, analogique numérique et numérique analogique. Et donc ici, on a bien sûr des signaux discrets, et ces signaux discrets, euh, eh bien, on n'a plus l'histogramme qu'on a vu tout à l'heure, et ça, c'est des courbes caractéristiques qu'on retrouve aussi en, en, en statistique, et ces courbes comme ceci, c'est ce qu'on appelle des courbes en bâtonnets, voilà, ce sont des bâtonnets. Ici, on a des bâtonnets. Donc, autant on peut quantifier de manière à avoir un histogramme, autant on peut quantifier pour avoir des bâtonnets. Et ici, en fait, on a des bâtonnets, en fait, si vous voulez. Et donc, le numérique, bien sûr, qui est codé sous forme d'un codage, bien sûr, on peut passer d'un codage à l'autre via des circuits qui peuvent permettre ça, hein. Donc, on peut passer, par exemple, du numérique vers une valeur codée binaire, du binaire vers l'hexa, de l'hexa vers l'octal, de l'octal. Et en fait, on peut faire toutes les conversions possibles euh, grâce à des circuits spécifiques qui permettent de dire de convertir d'un code à un autre code. Voilà. Il n'y a pas que le convertisseur de signal, mais il y a aussi les convertisseurs de code. Passer d'un code à l'autre. Voilà. Et en plus de ça, l'avantage numérique, donc il permet une efficacité, une fiabilité plus importante que celle de l'analogique. Il permet de stocker les données, mais il permet d'avoir, je veux dire, un compactage, je veux dire, un meilleur compactage pour être placé dans les mémoires, si vous voulez. Donc on a un stockage, si vous voulez, plus compact. Et c'est très bénéfique pour les mémoires. On peut avoir une certaine organisation de la mémoire en fonction de données qui sont organisées sous forme d'un compactage bien précis, qui est le codage binaire. Hein, tout est codé en binaire. Ben, on a un meilleur compactage que si on devait le mettre en analogique. Bon là, ce serait... Voilà, de toute façon, pour passer en mémoire, on passe directement en conversion analogique numérique et puis on passe en mémoire. Voilà. On ne met jamais de l'analogique dans une mémoire. Parce que les mémoires, quelque part, elles traitent de tout ou rien. Donc, elle a besoin de codes binaires qui sont composés de tout ou rien. Par exemple, si je prends 3 qui est 0 plus 2, voilà. Voilà le nombre 3. Voilà, ici j'ai 2 exposant 0, ça fait 1. 2 exposant 0, ça fait 1, fois 1, ça fait 1. 0 fois 2 exposant 1, ça fait 0. 2 exposant 2 fois 1, 0, 1. Ouais, donc 3, c'est pas ça. 3, c'est ceci.
fois c'est bien ceci. 2 exposant 0 fois 1, 2 exposant 1 fois 1, ce qui fait, hein, je peux l'écrire, hein, 2 exposant 1 fois 1, plus 2 exposant 1 fois 1, puis plus 2 exposant 2 fois 0, 2 exposant 3 fois 0. Voilà pour les deux là. Donc ici on a bien 2 exposant 1, ça fait 2, fois 1, ça fait 2, et 2 exposant 0, ce qui fait 1, tout nombre exposant 0, ça fait 1, fois 1, ça fait 1, 2 plus 1, ça fait bien 3. Donc ici on a bien 3. Donc ici, vous comprendrez qu'ici on a 4 digits, c'est fait sur 4 digits, 1, 2, 3, 4. Mais celui-ci c'est un état binaire. Et l'état binaire, bon, est compris par, c'est facilement traité par, je veux dire, tout ce qui est tout ou rien, le système tout ou rien. Donc la mémoire, c'est du tout ou rien. Donc en fait, soit un circuit est ouvert, soit un circuit est fermé. Voilà. Donc en fait, il permet de stocker, je veux dire, un, un état binaire. Voilà. Et comme le nombre tau est composé de nombres binaires, ben, il peut stocker facilement 1, 1, 0, 0. Voilà. Il peut stocker 1, 1, 0, 0. Et en stockant 1, 1, 0, 0, ben là, il stocke, je veux dire, un nombre binaire et donc fatalement un nombre qui pourra être converti, le cas échéant, en digital, le cas nécessaire, enfin, quand on aura besoin. C'est-à-dire, si je le stocke en binaire, en mémoire, je l'enlève de la mémoire et par un traitement, bien sûr, un traitement via un circuit électronique, va convertir, bien sûr, du numérique enfin du binaire en numérique. Parce que 3, c'est un nombre numérique. C'est un nombre. C'est un nombre. Voilà, 3, c'est un nombre. C'est une valeur numérique. Ou une valeur digitale, si vous voulez. Donc ici, on peut avoir une conversion de nombres binaires vers l'hexadécimal, vers l'octal, vers le numérique, vers le digital, vers toutes sortes de types de codage qui existent, hein, le code de gré, etc., etc. Voilà, donc il y a différents types de codage qui existent, on peut en inventer ce qu'on veut, mais en électronique, on retrouve le binaire, l'octal, l'hexadécimal, le numérique, bien sûr le digital, base 10, et on retrouve bien sûr le code de gré et certains codes un peu spécifiques, certains codes un peu spécifiques. Il y en a d'autres, mais un peu spécifiques, qui sont utilisés par, par les systèmes de traitement de données, par les systèmes de traitement de données que sont, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est application numérique. Et qu'est-ce qui est application numérique? Je vous l'ai dit. En fait, c'est tout ce qui est calculateur. On retrouve ça dans la domotique, on trouve ça dans les usines, hein, via les automates programmables. Il y a l'interaction par programmation, hein, directement en programmation, on programme une interface, on interagit directement avec, bien sûr, en interfaçant, bien sûr, les entrées-sorties. Du moins que le but c'est d'interfacer les entrées-sorties, c'est ça le but. Une fois qu'on a tout interfacé les entrées-sorties, là à ce moment-là, on récupère les entrées, hein, on les manipule, on fait des calculs avec, et on fait agir ce qu'on veut en sortie. Voilà. Donc le tout c'est d'ailleurs ça fait partie de ce qu'on appelle l'acquisition de données, c'est-à-dire prendre des données, hein, par exemple si je prends une usine, on va aller chercher la pression, la température, je sais pas moi, on va aller chercher ce qu'on veut comme grandeur du monde réel, hein, température, pression, concentration chimique, euh, voilà, luminosité, lumière, épaisseur, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on veut. Je vous ai dit, j'ai dit G2T, c'est on récupère ce qu'on veut du monde réel, c'est-à-dire toutes les grandeurs physiques possibles et imaginables qu'on peut récupérer. Voilà. Et donc à partir de là, on fait des acquisitions de données, on a de l'analogique, bien sûr, on aura plusieurs entrées, parce qu'en fait il y a plusieurs capteurs qui vont capter, je veux dire, différents points de mesure. Là, tout est dans l'ordinateur, tout est converti en numérique, et quand c'est converti en numérique, on a toutes les données qui peuvent être stockées assez facilement
dans des mémoires. Et à partir de là, si je stocke dans des mémoires, hein, bien sûr, il existe des mémoires volatiles et des mémoires, je veux dire, des supports, euh, de, comment on appelle ça, de stockage. Hein. Hein, par exemple, si je prends le, le disque dur, c'est un support de stockage. Voilà. Parce qu'il y a des mémoires, quand on a éteint l'ordinateur, il n'y a plus rien en mémoire. Hein. Par contre, il y a des mémoires qui sont, je veux dire, euh, constamment là, pour autant qu'il n'y a pas de défaillance. C'est le cas, par exemple, des lecteurs de disquettes, des disques durs, des disques compacts, des clés USB, des, voilà, tout ce qui est support de mémorisation, où les données sont censées stocker, rester, dire, dans un support de bande magnétique, etc., dans un support de stockage. Bande magnétique, il y a les zip drives, etc. Bon, il y a différents types de procédés de stockage. Il en existe énormément. Et donc, voilà, euh, toutes les données, les acquisitions de données peuvent être stockées dans des supports, bien sûr, et traitées, bien sûr, en passant par l'intermédiaire des mémoires, puis c'est traité par le processeur, et puis renvoyé vers le disque dur, ou alors on peut faire une action qui est euh, au travers d'entrées, des sorties, commander des sorties pour faire interagir, je sais pas moi, comme je l'ai dit, une vanne, un robinet, un potentiomètre, ce qu'on veut, on peut manipuler ce qu'on veut. On peut manipuler ce qu'on veut en sortie. Voilà. Faire tourner d'un certain nombre de degrés, euh, voilà, ramener à un point bien précis, euh, je sais pas moi, un viseur doit être ramené à un point bien précis. Tout ça, je veux dire, tout ça sont le fruit de l'acquisition de données, donc entrée, traitement via des calculateurs et sortie. Donc voilà. Alors, encore une autre, comment on appelle ça? Un autre avantage du numérique, bien sûr, c'est que, si vous voulez, le numérique permet une reproduction plus précise, une reproduction, si vous voulez, plus précise que l'analogique. Voilà, ça c'est pour la reproduction. Donc vous voyez qu'il existe différents avantages qu'on peut retrouver au numérique par rapport à l'analogique. Donc on va l'utiliser, je veux dire, à bon escient pour justement faire en sorte que on va créer des systèmes qui auront une réponse par l'entremise du numérique. Donc, on va faire l'acquisition de données euh, par conversion, enfin l'acquisition de données analogiques, on va faire une conversion analogique numérique, on va traiter tout par numérique, hein, via des composants qui sont, qui sont capables je veux dire, de traiter le numérique et qui ont de nombreux avantages, comme je vous ai explicité, reproduction facile, plus aisée que l'analogique, efficacité, fiabilité pas plus supérieure à l'analogique, possibilité facile de stockage dans des buffers, des mémoires de stockage, tout ce que vous voulez, parce qu'en fait, tout ça manipule l'état tout ou rien, or le binaire est de tout ou rien. Donc, comme j'ai du numérique, je le transfère en code binaire, et ce code binaire peut être stocké en tout ou rien, pour chacun des bits, bien sûr, en tout ou rien, dans des mémoires de stockage ou des mémoires tout court, volatiles ou non volatiles. Voilà. Et qu'en plus de ça, il permettra, je veux dire, un stockage plus compact que si on avait, il sera forcément plus compact parce qu'il est organisé sous forme de bits, un nombre de bits bien précis. Donc, on a un stockage bien défini, et à partir de là, on peut faire faire ce que l'on veut en entrée-sortie. Bon, donc, vous pouvez entrevoir la chose que bon, ça va être tout simplement un système, le système de traitement de l'information via l'acquisition ou pas, qui est une acquisition ou pas. Ici, je suis dans le cas d'acquisition de signaux, donc fatalement, ici, il y aura une acquisition. Mais généralement, quand vous jouez avec un ordinateur, bon, vous ne faites pas forcément d'acquisition extérieure, avec le monde extérieur. Hein. Ici, je parle pour les systèmes, je veux dire, industriels, système industriel. Donc, système industriel, oui. Euh,
Voilà, parce que quand on a un ordinateur, on commence à jouer avec, hein, on ne fait pas d'acquisition extérieure. Même pas de température, voilà, alors qu'on pourrait mettre un bête capteur de température. Par contre, on peut envoyer des informations en sortie, je sais pas moi, à des périphériques, à l'imprimante, par exemple, je pense à l'imprimante. Euh, les acquisitions qu'on a, c'est la souris. La souris. La souris, voilà, détecte une position via une molette, une bille. On a une bille, hein. Maintenant on a les souris à capteur optique. Voilà, capteur optique. Et là, à ce moment, on a une position, on acquiert une position, et l'ordinateur sait bien qu'il a une certaine position. Ça, c'est pour la souris. C'est vrai qu'on a certaines acquisitions. Si je mets une caméra, ben, c'est une caméra d'acquisition. Voilà, si je mets une caméra, comme je suis en train de filmer ici, je l'ai câblé ma caméra ici via un câble USB à mon ordinateur, je l'ai branché à mon ordinateur. Donc ici, c'est un périphérique, ma caméra est un périphérique, et donc il a bien de l'acquisition. Donc ici, je fais de l'acquisition. Maintenant, si vous n'avez pas de souris, pas de rien de tout ça, mais je veux dire, vous ne faites pas d'acquisition, hein. Si, l'acquisition que vous aurez, c'est au clavier. On a toujours une acquisition. Dès que vous avez un périphérique, vous avez de l'acquisition. C'est une fois que vous avez, voilà, euh, vous faites de l'acquisition sans le savoir, en utilisant l'imprimante, en utilisant donc les périphériques, hein, l'imprimante, souris, plotter qui est table traçante, plotter, euh, voilà, tout ce qui peut tourner autour, caméra, etc., etc. Maintenant, les sorties, vous agissez sur quoi sur les sorties? Vous pouvez agir sur une imprimante, vous pouvez agir sur, sur les périphériques aussi, vous pouvez agir sur les périphériques. Euh, voilà. Maintenant, virtuellement, vous pouvez faire virtuellement les traitements à l'écran virtuellement se fait par software. Par exemple, vous avez euh, des questionnements qui se font par Internet, par des fenêtrages, vous avez des questionnements et vous y répondez. Et donc là, ça fait office d'entrée-sortie. Vous avez une entrée, une sortie, il y a un traitement par l'ordinateur, et bon, là, vous gérez virtuellement les entrées-sorties, non pas forcément par des acquisitions, mais c'est plus au niveau virtuel, au niveau software, au niveau informatique, au niveau, euh, voilà, au niveau, ouais, c'est vrai que quand on parle software, c'est plutôt interne au programme, mais maintenant c'est beaucoup sur Internet via des navigateurs. Donc là, il y a, je veux dire, oui, il y a des acquisitions de données, hein, des données pures, et vous y répondez en envoyant des informations. Donc là, c'est plutôt l'histoire de transmission de données. Transmission de données dans deux sens, oui, c'est vrai, euh, mais c'est pas sous forme de courbe comme ceci. Là, c'est plutôt des données. Vous avez des données, on vous demande de répondre à un formulaire, mais vous y répondez, vous renvoyez. Donc c'est transfert d'informations, c'est plutôt de l'information. C'est pas de l'acquisition de données comme si vous avez un système de périphérique avec un système industriel. C'est pas un système industriel. L'ordinateur, vous y répondez, hein, vous, avez, vous prenez une gazette, hein, vous allez aller rechercher la gazette par Internet. La gazette est dans un site est stocké dans un site bien précis. Vous allez dans ce site-là, vous lisez, vous allez rechercher les informations de ce site dans votre ordinateur. Donc vous avez acquis du traitement de l'information. Vous prenez de l'information, hein, vous faites entrer de l'information chez vous par un transfert du site vers chez vous. Et à partir de là, euh, voilà, là c'est un petit peu un système de et quelqu'un qui fait du chat, mais là en ce moment il y a ouais, parce que la Gazette à ce moment-là pouvait répondre à- répondre aux sollicitations par du texte. Par exemple, commenter, si vous commentez à ce moment-là, c'est du bidirectionnel. Vous lisez la Gazette et par le chat, le système de chat de commentaires, vous pouvez envoyer des commentaires et c'est du bidirectionnel. Donc en fait, prenez de l'information, vous l'en renvoyez. Voilà. Donc c'est pas de l'acquisition comme ici je parle de l'acquisition industrielle, c'est de l'acquisition de données. Vous prenez des données provenant d'un site, à ce moment-là, vous y répondez, vous commentez et vous renvoyez voilà, vers un autre site qui n'est pas forcément le même que celui de la gazette que vous allez lire. Par exemple, vous allez jouer avec la gazette,
vous commentez et vous répondez sur Facebook, par exemple. Hein, vous jouez avec deux choses séparées, mais malgré tout, vous avez fait quand même une transmission bidirectionnelle. Mais pas d'acquisition de données, mais c'est plutôt de traitement de l'information. Là, c'est de la pure information. De l'information dans le sens, non pas de l'information de type industriel, mais de l'information, je veux dire, de type, on va dire, social. Social. Voilà. Voilà, et il existe toute une infinité de types d'informations, et là, je ne suis pas dans la théorie de l'information, parce que je peux décrire tout ce qui est type d'information, et replacer euh, là, comment est-ce qu'on appelle ça? L'église au centre du village, comment? Mais tout simplement en prenant chaque domaine d'information. Hein. Si on est dans le monde industriel, on est dans le monde industriel. Si on est dans le monde social, on est dans le monde social. Si on est dans le monde des calculs, c'est le monde des calculs. Si on est dans le monde de la musique, c'est l'information concernant la musique, etc. Et il existe toute une panoplie, je veux dire, de types d'informations qui peuvent être traitées par un ordinateur. Un ordinateur. Voilà. Par exemple, si vous jouez, ouais, je pense à ça, si vous jouez avec du MIDI, hein, du son MIDI, mais vous pouvez connecter un ordinateur et commencer à faire certaines choses, faire de l'acquisition MIDI. Et alors, bon, il existe des programmeurs en MIDI qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Hein. On peut programmer en MIDI et gérer ce qu'on veut à sa manière au travers de l'information MIDI. Voilà. Et il existe tout type d'informations. Vous pouvez acquérir des données industrielles, acquisition de données industrielles, acquisition de données à partir d'un serveur, acquisition de données à partir de, je sais pas moi, d'un site web qui est une gazette. Hein, là, c'est de l'information, un site d'information. Vous pouvez acquérir des données, je sais pas moi, euh, d'un site de chat, voilà, acquérir des informations d'un site je sais pas moi, euh, de sport. De sport, bah, je vous dis, l'information elle est disparate et on peut en retrouver tout un nombre de domaines précis qui concernent, on va dire, des informations bien précises. Voilà, et donc l'informatique, c'est ça. Il peut traiter ce qu'il veut comme information, comme type d'information, ce qu'il veut. Puisque l'électronique ne voit que n'est qu'un support de traitement d'informations, mais pour lui, peu importe le type d'information, il s'en fout. Il s'en fout parce que pour lui, il ne voit que des bits. Donc pour lui, c'est des bits. Peu importe si c'est du social, si c'est du traitement informatique, si c'est du traitement de musique, si c'est du traitement de ce qu'on veut, provenant de n'importe quel domaine. L'informatique, lui, qu'est-ce qu'elle fait? Mais il ne voit que des bits, donc il va traiter que des bits selon ce qu'on lui demande. Voilà, donc il ne fera pas de distinction. Je veux dire, s'il s'agit d'un domaine social ou peu importe, lui, il fait ce qu'on lui demande, il acquiert les données, il traite et puis il les sort. Voilà, il fait que ça l'informatique. L'informatique, c'est ça. Donc c'est un système de communication dire, en interne et si on relie des ordinateurs entre eux, ça devient un réseau. Un réseau. Donc l'ordinateur, on va dire, c'est une machine qui peut communiquer soit à l'intérieur d'elle-même, hein, via un processeur et des mémoires, etc., hein, avec toutes les entrées-sorties et de l'information qui passe dans tous les sens, hein, qui passe dans tous les sens, sans avoir de collision, bien sûr. C'est bien pensé. Hein, je verrai comment on n'a pas de collision dans les systèmes. Voilà. Et après, on peut encore communiquer entre deux ordinateurs et plusieurs ordinateurs pour faire des réseaux. Les ordinateurs peuvent communiquer en leur sein, mais aussi à l'extérieur entre eux. Et là, ça devient des réseaux informatiques. Et c'est ce qu'on a maintenant avec l'Internet. Le monde de maintenant, il est plus au monde de la communication, euh, voilà, au monde de la transmission d'informations, de la télécommunication, de la communication, enfin plutôt de la télécommunication, etc. etc. Donc, on veut être en un point A de la Terre, mais pouvoir se mettre en contact avec ce qu'on veut comme type d'information via un ordinateur connecté en réseau. Voilà. Et donc, ça veut dire que, bon, normalement, l'information, elle se paye. Hein. Quand on va acheter un bouquin, on paye le bouquin, on paye l'information. Mais Internet, bon, vous payez juste voilà, le modem, etc. Les frais relatifs à l'Internet, mais quelque part, vous avez une quantité infinie, enfin infinie, façon de parler,
une quantité énorme d'informations. Hein, vous choisissez les informations qui vous intéressent, mais je veux dire, quelque part, vous payez très peu pour ce que vous avez. Hein. Parce que bon, la quantité d'informations que vous avez par Internet est immense. Vous avez une ouverture dans un monde immense. Donc, ce qui fait que, bon, voilà. Normalement, les sites devraient être payants, mais je dis ça comme ça. En fait, beaucoup de sites ne sont pas payants, mais les sites devraient être payants parce que c'est vrai que avoir l'information, avant, pour avoir l'information, par exemple, je prenais une gazette, il fallait payer la gazette. Maintenant, vous allez sur Internet, vous ne payez pas de gazette, la gazette. Je veux dire, ce qui veut dire que, euh, et c'est valable pour tout, beaucoup de choses. Hein. Avant, beaucoup de gens allaient chercher un film dans une vidéothèque. Maintenant, ils vont sur Internet, ils vont regarder des films. Bon, ils ne payent plus le film. Donc, vous voyez toutes les informations que vous avez, possibles et imaginables, qui ne sont plus payantes, alors qu'avant, beaucoup de choses étaient payantes. Voilà. Donc, c'est un gain énorme, je veux dire, d'avoir créé un système, je veux dire, euh, informatisé qui peut être lié dans le monde entier, où on peut collecter tout type d'informations qui ne soient pas payantes. Où le seul paiement, c'est dire le modem et voilà, la ligne. On paye la ligne, on loue la ligne, on paye la ligne et son modem, et après, voilà, on est libre d'avoir toutes les informations du monde. Dire en abondance. Voilà, toute l'abondance qu'on a, on est libre de l'acquérir via Internet. Internet, voilà. Donc, vous voyez que le traitement de l'information a bouleversé, si vous voulez, voilà. Le, monde. Le numérique a bouleversé le monde que l'on vit. On est passé d'un certain type de monde vers le monde de l'homme connecté. Maintenant, on n'est plus euh, dans, dans le contemporain ou ce que vous voulez, on est dans le monde connecté. Le monde connecté, c'est ça. Ouais. Les gens n'ont pas encore changé euh, dire, ce mot de l'histoire pour changer ce mot de l'histoire. Il y a eu l'Antiquité, la préhistoire, voilà, les temps modernes, les temps contemporains. Maintenant, on est à l'époque de l'homme connecté. Je veux dire, et ça, il faudrait changer parce que bon, on est à l'ère du numérique. L'ère du numérique, je veux dire, on n'a pas connu ça auparavant. On n'a jamais connu ce qu'on a connu maintenant auparavant. C'est une avancée, je veux dire, extraordinaire qui fait que le monde est passé d'un type de monde vers un autre type de monde. On n'est plus au monde de l'homme de 1940. Voilà, on est dans un type de monde où, bon, à partir de votre... vous pouvez faire des paiements à partir des magasins, directement avec carte bancaire. Vous pouvez, je veux dire, de chez vous, euh, aller voir vos virements. Voilà, le monde bancaire s'est bouleversé. Les magasins, tous les magasins se sont bouleversés. Tout s'est adapté. Je veux dire, le commerce s'est adapté. Je veux dire, au monde connecté, de l'Internet. Voilà, de l'Internet et des télécommunications et voilà, parce que quand on parle d'informatique, c'est pas uniquement de l'information, c'est aussi des marchandises, parce que qui dit information, gestion d'information, dit gestion de marchandises. On peut commander via Internet et voilà, il y a des magasins qui fonctionnent, qui réduisent leur stock bien sûr, par Internet, les adresses email, etc. On veut commander une voiture, on veut commander ce qu'on veut, hein, on passe une commande, on peut le faire via Internet. Voilà. Et via des emails, on peut commander ce qu'on veut. Via des paiements par Internet, on peut commander ce qu'on veut. Pour autant qu'on ait l'argent, bien sûr. Donc, vous voyez que le numérique, ici, le monde numérique va bouleverser le monde industriel, commercial et tous les mondes possibles et imaginables, ou dans tous les types de domaines que l'on veut. Le monde va être bouleversé. Voilà. Voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le numérique. Et donc, ça, c'est l'analogique. Et on crée le numérique pour passer en codage binaire, et en codage binaire, à ce moment on peut faire travailler, je veux dire, les systèmes numériques qui comprennent le tout Touré en fait, où il y a beaucoup de composants qui permettent beaucoup de fonctions.
Par exemple, les conversions analogiques digitales, conversion digitale, conversion analogique numérique, conversion numérique analogique, conversion de code, etc., etc. Hein. C'est pas ce qui manque. Hein. C'est pas ce qui manque. Non. Bien sûr, vous comprendrez que en numérique, qui dira traitement, dira les traitements, il y aura toutes sortes de types de traitements. Hein. Hein, d'ailleurs, il y aura ce qu'on appelle unité arithmétique, unité arithmétique qui permettra de calculer ce qu'on trouve dans les machines à calculer. Puisque la machine à calculer est peut-être déjà un petit ordinateur en soi. Donc il faut que je la trouve. Bon, enfin bref. Voilà, enfin bref. Ici, ce que je voulais dire, c'est que la machine à calculer permet de calculer du plus, moins, fois, divisé. Voilà. À partir des données, on peut faire des traitements, je veux dire, mathématiques. Plus, moins, fois, divisé. Et si vous savez faire de plus, moins, fois, divisé, vous faites beaucoup de choses. Hein, parce qu'avec plus, moins, fois, divisé, beaucoup de traitements qui utilisent bien ces opérations plus, moins, fois, divisé. Maintenant, il y a le numérique pourra faire de la logique aussi. Hein. Donc il y aura une unité logique, comme il y aura une unité arithmétique, il y aura une unité logique. Et, bon, bien sûr, la logique pourra faire des comparaisons plus grand, plus petit, égal, différents. Voilà. Et cette logique permettra, je vais dire, de faire tous des traitements logiques. Hein, c'est-à-dire prendre des données, faire des et, des ou, voilà, des noms ou, des noms et. Ouais, on peut, et puis, il y a toute une panoplie de traitements que, je veux dire, les unités arithmétiques et logiques seront capables de faire. Et donc, c'est la porte ouverte, je veux dire, à ce que un ordinateur puisse calculer et puisse, je veux dire, traiter des informations de manière logique comme on lui a spécifié. Donc, en fait, il existera des programmeurs qui vont programmer, je veux dire, des programmes et qui vont répondre à une certaine logique que l'ordinateur est capable de comprendre. Parce qu'en fait, il a une unité arithmétique et logique. Et ça, bien sûr, vous comprendrez que c'est avec des portes. Unité arithmétique logique, c'est avec des portes. Des portes et, des portes ou, des portes ce que vous voulez. Et alors, on trouvera beaucoup des registres, des décodeurs. On aura des codeurs, mais aussi des décodeurs. Beaucoup de décodeurs. Voilà, des compteurs, des additionneurs, voilà, des convertisseurs de code, des multiplexeurs, bien sûr. Voilà. Bien sûr, avec des écrans, des claviers en entrée, hein, qui sont donnés par clavier, et des écrans qui seront des sorties. Voilà. Alors, le tout, c'est de tapoter quelque chose et de voir à l'écran. Le but, c'est que l'être humain puisse voir des traitements à l'écran. Qu'est-ce que c'est qu'un ordinateur? C'est, je veux dire, il est constitué à la base d'un bête écran. Hein. Toutes les sorties se font par écran. Hein. Ou par, les sorties, si c'est du sonore, ils peuvent sortir par un haut-parleur. Mais si c'est du visuel, ça sort euh, par un écran. Généralement, les gens qui ont un ordinateur devant eux, ils ont un écran devant eux. Et l'acquisition se fait par clavier. Mais ça ne suffit pas, parce que bien sûr, un ordinateur, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Il faut un clavier, il faut un écran, mais il faut aussi, généralement maintenant, une souris, et il faut un système de traitement d'unités arithmétiques logiques avec des mémoires, comme je vous ai expliqué, des buffers, des additionneurs, des compteurs, des décodeurs, des convertisseurs analogiques digitaux, convertisseurs digital analogiques, des décodeurs, des buffers, voilà, des compteurs, des additionneurs, voilà. Alors, incorporés dans les unités arithmétiques, on aura des additionneurs, des soustracteurs, voilà, des multiplicateurs, et tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ça qui fera que via le clavier, ben, on traitera l'information par un système de traitement d'information qui est unité arithmétique et logique, et bien sûr sortira par, comment on appelle ça, par écran. Voilà. Bien sûr, avec tout un protocole d'échange, parce que les données vont être ici, vont être échangées, vous entrez les données, il y aura des sorties de données, mais par un protocole d'échange qui permettra de dire, bon, qu'est-ce qui pourra passer avant, quand il y a une donnée qui arrive, bon, qu'elle doit être en attente, qu'est-ce qui doit être géré en premier lieu, euh, voilà, ça ne sera pas n'importe comment, ça sera pas n'importe comment. Il y aura un protocole d'échange via
des états binaires qui vont fixer, je veux dire, les requêtes d'échange d'informations en interne. Voilà. Et alors on retrouvera souvent des horloges, etc. Voilà. Et là, ça on verra tout ça dans un prochain avenir. Voilà, mais en tout cas, voilà un signal numérique. Le signal numérique, c'est ça. C'est un signal, je veux dire, qu'on a échantillonné. Ici, c'est un échantillonnage à temps discret qui donne une quantification discrète, contrairement à l'histogramme qui donnait, euh, lui, un échantillonnage, je veux dire, par intervalle, donc continu, mais une quantification euh, discrète. Et là, on avait l'histogramme. Ici, on n'a pas l'histogramme, on a diagramme en bâtonnet, si vous voulez, numérique, qui doit être transformé en code binaire. Ou autre code, pas forcément en code binaire. Hein. Si je mets en code binaire, ben, je peux mettre en hexa directement en octal ou code degré ou ce que vous voulez, mais voilà. Voilà, type de codage. En fonction, il faut faire une étude de ce que l'on veut, bien sûr. Hein. Voilà, je vous remercie beaucoup.